Bonjour à tous et à toutes. Je suis Anna Yette, responsable du Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets canadiens. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui pour les webinaires Les mouvements dans le monde incertain, art créatif avec des réfugiés syriens au Liban, avec Léa Nasrallah. Avant de passer la parole à Léa, je souhaite aussi remercier la Fondation RBC qui finance cette série de webinaires gratuits. Aujourd'hui, Léa va commencer par une présentation d'à peu près 1 heure sur son expérience et son travail au Liban. Et ensuite, on aura une période de questions. Merci beaucoup et bon webinaire. Bonjour et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Merci Anna et le CNDT pour m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous mon expérience et merci pour votre passion à sensibiliser le public aux différents aspects des arts créatifs en psychothérapie. Donc, puisque c'est un webinaire, Anna va surveiller le chat, comme elle a déjà dit, et je ne pourrai pas vous voir, mais nous aurons 30 minutes à la fin pour les phases de questions-réponses et j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Donc, selon le sondage effectué maintenant, nous avons 21% de thérapeutes par les arts créatifs, wow, 11% professionnels de la santé, 5% de psychothérapeutes, 11% de danseurs ou danseuses, 21% d'éducatrices et 32% d'autres professionnels. Merci beaucoup. Merci pour votre participation et vous êtes les bienvenus. Donc, avant de commencer ma présentation, je vous invite à faire attention à votre état physique et émotionnel en ce moment, ici, maintenant. Donc, on appelle cela le check-in. Juste remarquez comment vous vous sentez dans votre corps, dans l'espace, là où vous êtes. Vous n'avez pas à changer, mais juste vérifier votre respiration. Je sais que ma respiration est un peu rapide. Et votre position assise ou bien debout. Je vous invite à prendre une profonde respiration et à vous étirer un petit peu, peut-être, avant de retrouver une position qui vous semble à l'aise. OK. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Génial. OK. Permettez-moi de me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Léa Nasrallah et je suis une psychothérapeute à travers la danse et le mouvement, ou Dance Movement Therapist. Je suis située à Ottawa actuellement. Je représente la région d'Ontario dans l'Association de thérapie par la danse et le mouvement au Canada, DiAMTAC. J'ai effectué mon master à Goldsmiths, University of London, au Royaume-Uni. Et j'ai travaillé avec des enfants, des jeunes ainsi que des adultes en Angleterre, en Jordanie et au Liban. Ma formation initiale était en psychomotricité au Liban, avec des personnes en difficulté. Donc, cela m'a permis de réaliser le besoin d'explorer le corps, les émotions, les interactions d'une façon différente et en utilisant la créativité, les arts et plus précisément le mouvement. Donc, j'ai fondé ici sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, le compte Talk Move Heal et vous pouvez me suivre pour savoir encore plus sur mon approche ici au Canada en danse-thérapie. Dans cette présentation, je vais vous inviter à participer à un court sondage, encore une fois, avant d'expliquer le contexte du projet d'intervention, les méthodes et techniques implémentées et lister les objectifs de la prise en charge. Je vais ensuite donner quelques observations au niveau du groupe pour après explorer des vignettes d'études de cas de Leila, Adam et Sarah. Enfin, nous allons avoir un temps pour une phase de questions-réponses. Donc, pour mettre ma présentation en contexte, je vous invite à participer à ce petit questionnaire. Ici aussi, dans le pôle, je vais faire... Voilà. Donc,
vous allez voir cette question. Combien de réfugiés est-ce que vous pensez y avoir au Liban? Cliquez sur la réponse qui vous semble correcte. Encore 20 secondes avant d'arrêter le poll. OK. Donc, je vais partager les résultats. Donc, il y a 60% des participants ont dit 1,5 million et c'est en fait la réponse correcte selon les Nations Unies. Donc, en effet, le Liban reste le pays qui abrite le nombre le plus grand de réfugiés par rapport aux habitants. La population libanaise est estimée à 6,8 millions et il existe une estimation d'1,5 million de réfugiés syriens enregistrés, 17 000 réfugiés d'origine mixte et un minimum de 200 000 réfugiés palestiniens. En effet, selon le Conseil de réfugiés au Norvège, le Liban est le premier dans la liste des nombres de réfugiés en termes de proportion au total de la population. Les réfugiés sont une approximation de 21,8% de la population totale. Il faut noter que selon UNHCR, la présence d'un nombre autant élevé de réfugiés dans un pays aussi petit, faisant face aux crises économiques, à un taux élevé de chômage, une pression sur l'infrastructure et des défis environnementaux, risque d'une façon croissante les relations entre la communauté et la stabilité sociale. Merci d'avoir participé à ce petit questionnaire. Il était important pour moi et pour cette présentation de mettre en contexte le travail et les conditions difficiles du Liban durant l'exécution de notre projet. Pour être plus spécifique, je vais vous présenter la ville où notre projet d'intervention a pris place. Au cœur du Moyen-Orient, au Liban, se trouve une ville nommée Baalbek. Cette ville merveilleuse est malheureusement listée comme un endroit à éviter en tant que touriste par plusieurs pays. Baalbek est un centre historique, culturel, religieux et surtout humanitaire. Les temples romains, les histoires de guerre et d'amour sont toujours la raison d'attraction des gens des 4 bouts du monde. Sa proximité aux frontières entre le Liban et la Syrie était une des causes principales pour devenir un refuge pour les Syriens déplacés durant les 10 dernières années. Plusieurs organisations non gouvernementales ainsi que les Nations Unies se sont pressées à fournir de l'aide. La Fondation Al-Madad, en partenariat avec Artichoke Studio, où je pratiquais la danse-thérapie. Ensemble, nous avons créé un projet d'intervention des arts créatifs en psychothérapie pour enfants. Cela peut vous sembler comme une présentation typique d'un travail avec les réfugiés syriens, mais l'instabilité du Liban et les conflits internes ont créé un élément unique à cette thérapie. Ma formation en thérapie par la danse étant méconnue au Liban, je devais donner une définition simple et directe à chaque fois que je faisais connaissance d'une nouvelle personne. La danse-thérapie, c'est quoi? Eh bien, la définition selon l'Association de la danse et le mouvement, et la thérapie danse et le mouvement au Canada est la suivante. Donc, la thérapie par la danse et le mouvement est fondée sur les prémices que des pensées, sentiments et expériences de la personne sont exprimées par le mouvement du corps. C'est un processus thérapeutique relationnel qui intègre les aspects émotifs, cognitifs, physiques et sociaux de la personne. Pour vous donner une idée plus claire du contexte de notre projet, je veux partager avec vous quelques images. Donc, nous avons procédé petit à petit dès la case départ. C'était un centre d'éducation temporaire pour les enfants âgés entre 4 et 6 ans
qui n'avaient pas de place dans les écoles publiques surchargées. Le matin, un groupe d'enfants allait au centre pour une durée de 3 heures seulement. Et l'après-midi, c'était le tour d'un autre groupe d'enfants. D'où commencer? On s'est dit, eh bien d'ici. Des workshops ont été organisés avec les professeurs du centre pour les sensibiliser aux arts créatifs en psychothérapie en premier lieu et par la suite pour les entraîner à repérer les enfants qui pourraient profiter d'une prise en charge. Les thèmes ciblés étaient la connexion, le bien-être, la résolution de conflits, la tristesse, la joie et la confiance en soi. La procédure de recommandation et d'orientation était critique à la réussite des séances de groupe ainsi qu'individuelles. Une période d'observation en classe et en cours de récréation par l'équipe des thérapeutes était aussi importante pour la sélection d'enfants, ou bien ce qu'on nomme le referral process. Donc, un espace sécurisant, coloré et bien équipé a été créé pour permettre le lancement du projet d'intervention. En rétrospective, un des objectifs était de créer un espace sécurisant. Mais comme nous devions nous concentrer dessus, c'était d'utiliser le terme espace brave, où les enfants peuvent se permettre d'être vulnérables et de parler des sujets difficiles. Enfin, les séances de groupe pouvaient commencer. Dans nos séances de groupe, nous avions des enfants timides qui n'avaient pas le courage de participer aux activités de classe, qui ne parlaient pas, quoique sollicités. D'autres enfants aimaient envahir l'espace de leurs camarades, pleins d'énergie, avaient de la difficulté à suivre les règles et présentaient une attitude autoritaire. Nous avions aussi des enfants qui semblaient avoir peur, qui sursautaient lors d'un bruit ou d'un contact physique et qui avaient une pauvre hygiène, ce qui reflétait la négligence de leurs parents. Plusieurs étaient affectés directement par le trauma de guerre, mais la plupart étaient nés au Liban, dans une chambre d'une maison partagée par 3 à 5 familles et présentaient des signes de stress post-traumatique transmis par leurs parents. Puisque l'environnement conservatif et religieux dominait la ville, ainsi que le centre, des objectifs initiaux ont été délicatement mis en place pour le bien-être des enfants. 1. Créer des expériences stimulantes et positives pour activer et renforcer leur capacité d'expression corporelle ainsi que verbale. 2. Sensibiliser les enfants aux différents sujets, parfois tabous et délicats, comme la présentation d'émotions, le jeu de poupées pour les garçons, le respect du corps, la mort d'un membre de la famille et la violence domestique. 3. Assurer un espace sécurisant et sans jugement où les enfants peuvent raconter leurs rêves, leurs cauchemars ainsi que leurs histoires imaginées qui reflètent leur vécu. Et 4. Aider les enfants à être conscients et à réguler leurs émotions, à orienter leur peur, leur colère vers la création d'art et de mouvements. Avec ces objectifs en vue, nous avions créé des enchaînements d'activités, de mouvements et d'art pour former une méthode hybride et une expérience totalement nouvelle pour les enfants. Les groupes avaient la même structure, mais étaient eux-mêmes très différents. Le défi était la nécessité d'adaptation de chaque séance aux besoins des enfants et au type d'interaction présente. Durant les séances de groupe, différentes techniques étaient en jeu, dans un cadre psychodynamique. Le fait d'insister sur les limites du temps et de l'espace a aidé les enfants à comprendre la stabilité du cadre. Il était important de venir à l'heure, de garder le même horaire et de ne pas sortir de la salle avant que la séance ne finisse. Il était toujours rappelé qu'il ne fallait pas se faire du mal
ou bien faire du mal à autrui. Faire partie d'un petit groupe et recevoir du respect positif inconditionnel était nouveau pour ces enfants. Notre approche thérapeutique à travers les différents arts, le jeu et le mouvement fascinait l'équipe du centre. Durant notre méthode pour le travail en groupe, nous suivions la structure ci-dessous. Premièrement, il fallait aller chercher les enfants pour les accompagner à la salle de thérapie. Les enfants n'étaient pas nécessairement dans la même classe et c'était une opportunité pour eux de visiter les classes de leurs collègues et peut-être d'avoir de nouveaux amis. Une fois dans la salle, nous faisions le check-in et le rituel de début. Il était très important de vérifier leur état émotionnel ainsi que physique avant de commencer les activités. Quand interrogés, la plupart des enfants étaient conditionnés à répondre « Bikhair, alhamdulillah », ce qui signifie « Je vais bien, grâce à Dieu ». Cette réponse typique, traditionnelle, observée chez les adultes, était passée automatiquement aux enfants comme la seule réponse acceptable dans la société. Or, dans nos séances de thérapie, un des objectifs les plus pertinents était d'aider les enfants à être conscients et à être conscients de leurs émotions. Au cours des séances, les enfants ont développé le courage et à exprimer leurs vraies émotions sans devoir les camoufler par une positivité toxique. Ensuite, je guidais un échauffement en mouvement pour préparer les enfants à utiliser leur corps et à se concentrer. Cet échauffement était suivi d'une exploration du thème avec ou sans matériel. Le thème était détecté à travers les mouvements, les sentiments et les commentaires des enfants durant l'activité. L'utilisation de matériel était bien pensée et ciblée. Les raisons d'utilisation pouvaient être le renforcement, l'interaction entre les enfants, la synchronie du groupe, ou bien la prise de conscience des parties du corps, la respiration, le souffle, etc. Après avoir travaillé avec le corps et le mouvement, nous passions à la représentation à travers l'art visuel et le jeu. L'art thérapeute, Mira Saad, prenait l'initiative et guidait les enfants à travers différentes activités comme le dessin, la peinture, la pâte à modeler, ainsi que les bacs à sable. Je la supportais et j'observais les créations des enfants, leurs procès, ainsi que leur comportement et leur posture. Une discussion individuelle avec chaque enfant prenait place pour essayer de mettre un sens sur leur création. Des réflexions de groupe simples étaient parfois guidées par l'art thérapeute quand un même thème était répété chez plusieurs. Finalement, après avoir rangé tout le matériel, nous guidions les enfants dans un retour au calme et un exercice de respiration. Cela permettait au groupe de prendre conscience de leur corps et de se préparer à terminer la séance. Un check-out était nécessaire pour nommer ou bien exprimer à travers un geste ou un mouvement leur état émotionnel. Cela était suivi par un rituel de fin qui consistait en une chanson d'au revoir et des gestes de main intentionnés à chaque enfant en citant leur prénom. La stabilité de cette structure permettait aux enfants de revenir en classe avec un état de calme assez bon pour continuer leur journée. Dans le contexte de l'instabilité du Liban, promettre aux enfants que nous allions revenir chaque semaine n'était pas facile. Nous faisions 2 heures de route de Beyrouth à Baalbek et 2 heures pour revenir. Mais les points de contrôle militaire ainsi que la crise politique et économique n'étaient pas en notre faveur. Toutes ces émotions et cette incertitude jouaient un rôle dans la dynamique du groupe. Les enfants étaient conscients de cette instabilité et trouvaient un refuge dans nos séances de thérapie à travers le mouvement, la musique, le jeu et l'art visuel.
Vu cette instabilité, nous avons inventé un échauffement simple pour que les enfants puissent y participer facilement à chaque séance, pour créer un minimum de certitude et de familiarité. Notre rituel de début est présenté dans cette vidéo, montrant des mouvements inspirés par mon expérience en psychomotricité. أنا بعد مرة كلنا مع بعض نعمل يعني أنا بحب أستعمل معنا أنا كتير بحب بس شو بدها عم تشتغل أوكي روك 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 نفتح 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 حس 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 يلا ما بس حس حس Je voudrais vous inviter à m'accompagner pour essayer notre simple rituel, incorporant le toucher, le son, la respiration, ainsi que le regard. Vous pouvez faire avec moi. Donc, on commence. Je masse, masse, masse les doigts. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Et je frotte, frotte, frotte. Et je souffle. En établissant un contact visuel avec l'autrui ou ici avec la caméra. Donc, puisque la danse-thérapie est basée sur les mouvements et les interactions corporelles, différentes techniques et exercices ont été utilisés pour stimuler les enfants, inspirés par les méthodes de Marian Chase, Claire Smith, Katja Bloom, Helen Payne, Bonnie Meekins et autres. Le mouvement en synchronie, la technique du miroir, la danse à deux, la technique d'attunement, les exercices de prise de conscience du corps, de l'espace personnel et interpersonnel, les jeux de partage, d'attention aux autres, le chef d'orchestre, le cercle de Marian Chase et beaucoup d'autres étaient utilisés comme technique durant la partie de mouvement de la séance. Je voudrais souligner certains objectifs délicats qui étaient des notions totalement nouvelles pour ces enfants. Nous faisons face à ces questions à chaque séance d'une manière différente. L'importance du respect du corps et du respect du corps d'autrui était une des règles d'or toujours répétées durant la thérapie. Notre méthode hybride avait la majorité du temps une approche corporelle et relationnelle. Il était essentiel d'expérimenter comment dire non aux actions désagréables, d'apprendre et de pratiquer le concept du consentement et d'explorer leur espace personnel et la kinésphère. Dans cette vidéo, un petit fragment d'un exercice d'espace interpersonnel va être démontré. C'est un jeu où chaque personne approche de l'autre sans toucher le cerceau d'autrui, tout en établissant un contact visuel et peut-être un sourire. Cet exercice si simple, mais si complexe, n'était pas possible au début de la thérapie. Je vous invite à amener votre attention aux courts moments d'interaction non verbale entre les enfants, mais aussi entre les enfants et les adultes.
Pour explorer plus clairement les processus thérapeutiques, cette première vignette est l'exemple de l'utilisation du bac à sable pour plonger dans l'inconscient d'une fille que je vais nommer Leila. Leila avait 5 ans et était l'aînée parmi ses frères. Elle semblait calme et coopérante durant toutes les activités de classe. Mais une certaine air de tristesse dominait son visage et ses gestes. Leila faisait partie d'un groupe et durant une exploration du jeu avec le bac à sable, a révélé un de ses soucis. Nous pouvons remarquer dans cette photo que Leila préparait un dîner pour beaucoup d'invités. Elle remplissait les plats et les assiettes et faisait attention à y mettre une quantité généreuse de sable comme nourriture. Après avoir délicatement préparé et décoré son bac à sable, Leila crée un problème soudain. La voiture de la police arrive avec une motocyclette et commence à détruire tout ce qui est présent. Les tables et les chaises sont renversées, les plats sont vidés et les décorations et les arbres arrachés. Ma réaction initiale était l'étonnement. Cette action était bouleversante. « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Leila ?» je lui ai demandé. Sans aucune alerte, tout était désormais en chaos. Sans explication, sans avertissement. Leila me regarda avec ses grands yeux, qui semblaient secs, et son visage impassible. Il était évident que beaucoup d'émotions devraient être cachées au-dessous de cette façade. Les mécanismes de défense de Leila étaient en pleine action. C'était la seule façon de se protéger contre les émotions intenses créées par son expérience. Nous avons échangé des regards pour un bon moment, sans aucun mot. Elle ne pouvait pas accéder à sa communication verbale, mais sa posture repliée et sa tête baissée semblaient indiquer des émotions d'abandon et de peine. Après quelques moments, elle me regarde, elle me dit « Ne t'inquiète pas, Léa, c'est juste un jeu, juste une histoire. » Cette phrase reste toujours dans ma mémoire. Cette phrase simple montre combien ces enfants n'ont pas eu la chance d'être enfants. Même dans sa thérapie, Leila a pris le rôle d'un adulte raisonnable et voulait me rassurer que la destruction et le sentiment de peine ne sont pas graves. Au lieu d'explorer ses propres sentiments refoulés, Leila a choisi une attitude distante et responsable. Cette attitude a été clarifiée durant la réunion avec ses parents. Le père de Leila a admis qu'il passe par des épisodes de violence dont il n'était pas fier et a expliqué que leur situation financière est très difficile. Il nous a raconté l'histoire de leur voyage de la Syrie jusqu'à Baalbek 2 ans plus tôt. Après avoir assisté à la destruction de leur maison en Syrie, Leila, sa mère enceinte et son père avaient traversé les frontières du côté des montagnes à pied pendant plusieurs jours avant d'arriver à l'appartement de leur oncle au Liban. Apparemment, l'oncle n'était pas un vrai support à la famille. Il faisait toujours des commentaires négatifs ainsi que des menaces à Leila. Tout cet environnement a mené Leila à construire ses mécanismes de défense pour se protéger. Et cela était clair en séance. Ces expériences traumatiques devraient avoir laissé des cicatrices et des répercussions au niveau psychique de Leila. Toutes ces émotions, durant et après le voyage, devraient être réduites en quelques mots. Ce n'est pas grave. Leila n'était toujours pas prête à s'approfondir, mais elle savait que cet espace thérapeutique était contenant et qu'elle pouvait raconter, jouer et bouger librement, sans aucun jugement. Cela était assez bon pour elle en ce moment. La difficulté des enfants à reconnaître leurs propres émotions
et les émotions d'autrui étaient claires. Comment exprimer la tristesse, la colère? Comment dire aux adultes que ça ne va pas? Et qui est responsable? Pourquoi est-ce que je suis déplacée? Eh bien, Adam a trouvé une méthode bien adaptée à ses besoins. Il nous racontait des histoires. À travers ces histoires, Adam pouvait décrire des situations de peine, d'horreur, de conflit. Nous n'étions pas sûrs si ces histoires étaient de la pure fiction ou avaient un sens de la vérité. Mais ce qui était certain était son immense besoin de nous communiquer le fait qu'il se sentait mal et qu'il avait besoin de l'aide. Un sentiment continu de désespoir et de violence dominait ses narrations. Durant les premières séances, Adam nous racontait comment il a été mordu et griffé par sa petite sœur. Il pouvait parler pendant un long temps des serpents, des missiles, des ballons qui explosent, des cannibales qui mangent les enfants et des adultes, des histoires de monstres qui détruisent le toit de sa maison, des crocodiles maladroits qui tombent tout le temps. On pouvait dire qu'Adam était agité et actif durant les premières séances et avait beaucoup à dire. Peut-être cela reflétait un certain vécu difficile, des expériences de violence physique ou bien verbale, des situations de maladresse suivies d'une punition quelconque par ses parents. Nous ne savions pas, mais nous étions à l'écoute et à la recherche de signes. À l'écoute, à l'écoute. Cela était assez bon, ou good enough en anglais pour Adam. C'était peut-être son moyen de tester les limites du cadre thérapeutique pour voir de quelle façon nous allons réagir à son comportement et à ses contes. Durant les activités d'art visuel, Adam préférait bouger, rechercher notre regard pour nous raconter ses histoires et dessiner des tableaux chaotiques. Des tanks tirant des missiles, des chars militaires attaquant des enfants. C'était triste à voir, mais en étant témoin à son histoire pénible, notre présence en tant que thérapeute a aidé Adam à réguler ses émotions et faire partie du groupe. Un cycle était créé. Sa joie et son attitude active devenaient petit à petit des contes et des histoires pénibles à travers son expression verbale. Ensuite, Adam se trouvait figé, calme, introverti et son expression corporelle statique, bloquée. Après une intervention thérapeutique, il pouvait retrouver son attitude dynamique et exprimer sa colère avec plein d'énergie. Cette colère était acheminée par les arts visuels pour enfin pouvoir réguler ses émotions et regagner la capacité d'expression verbale. Pendant les séances suivantes, le comportement d'Adam avait changé. Il était silencieux et semblait triste au début des séances. Plusieurs histoires semblaient être la cause. Adam a dû changer de classe, d'horaire et de groupe pour une cause pas très claire donnée par ses parents. De plus, ses frères et sœurs lui prenaient son argent de poche et ne le laissaient pas acheter ce qu'il voulait. Adam ne savait pas comment y résister. Il était important de rassurer Adam et de l'encourager à dire non. Dire non aux actions qui le dérangent et dire non aux personnes qui s'approchent beaucoup trop de son espace personnel. Durant une activité avec des plumes et durant le mouvement interactif, je lui suggère d'essayer la sensation de la plume sur différentes parties du corps. Il accepte sur la main et sur son visage, même s'il semblait dérangé. Je lui rappelle qu'il pouvait simplement refuser au lieu de tolérer un sentiment désagréable. Après notre courte conversation, Adam me regarde et ose refuser, me dire non. Cette vignette nous indique un élément essentiel dans le processus d'Adam. Malgré le fait qu'il était dans cette salle
sécurisante, dans cet espace libre de tout jugement, il avait de la difficulté à refuser une action d'un adulte. Cette peur de la figure d'autorité qui existait en dehors de la salle de la thérapie avait toujours un effet intimidant sur Adam avec les thérapeutes. Quelque chose n'allait pas. Durant la 9e séance, Adam était en retard et triste, ne voulait ni se lever ni dessiner. Pendant que le reste du groupe travaillait avec l'art thérapeute, je me suis assise par terre, à côté de lui, et je suis restée avec sa tristesse. Je n'ai pas essayé de lui changer son émotion. J'étais juste présente avec lui, mon corps reflétant son état corporel, sans perturber son espace personnel. J'essayais de lui communiquer sans parole que je suis à l'écoute. Après quelques minutes, Adam me raconte que son père l'avait battu avec ses sœurs ce matin-là. « Atalna al-baba », il m'a dit en arabe, ce qui est traduit littéralement « Mon père m'a tué ». C'était évident qu'il ne l'avait pas vraiment tué. Mais peut-être son père avait tué une partie de son esprit, de son âme. Je t'écoute, Adam, et je comprends, je lui ai dit. Ça semble être très pénible. Après quelques moments d'échange, d'empathie et de longues respirations, Adam décide de participer à l'activité de groupe. Il est très important de noter que nos soucis et doutes ont été communiqués aux personnes responsables de suivre la situation familiale des enfants au centre. Mais malheureusement, dans un environnement tellement conservatif, ces personnes n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Comment expliquer aux parents que leurs enfants souffrent à cause d'eux? Comment effectuer des guidances parentales quand une situation de violence domestique pouvait être la cause? Est-ce que les parents ne souffrent pas aussi? Est-ce que le déplacement, la fuite de la Syrie, le trauma de guerre et les conditions de vie épuisantes étaient des raisons valides pour expliquer la rage du père? N'est-ce pas le droit des parents de recevoir un support social et psychologique aussi? Nous n'avions pas toutes les réponses, mais ce n'était surtout pas la faute d'Adam, ni de ses frères et sœurs. Le système global, les injustices quotidiennes au Moyen-Orient et ailleurs étaient responsables de ce chaos. En tant que thérapeute, nous avions l'objectif de créer un environnement sécurisant pour les enfants, un endroit où ils pouvaient s'exprimer et raconter leurs rêves, leurs cauchemars et leur vécu. Cette séance hebdomadaire était une échappatoire pour Adam. Je vous invite à prendre une profonde respiration. Je suppose que cette vignette, on peut susciter certaines émotions ou provoquer certaines idées. Je vous invite à vous étirer un petit peu avant de ramener votre attention à votre écran. Je voudrais partager avec vous une vidéo montrant Adam dans une situation un peu différente. C'était la dernière séance et Adam ne voulait pas participer au rituel et semblait distrait. Après l'échauffement, j'ai introduit le tissu rouge élastique pour encourager un dernier partage de matériel, une dernière histoire et métaphore de mouvement. Adam tapait avec sa main de toutes ses forces, des mouvements soudains et répétitifs, suivis par une envie de se cacher. Adam était le premier à initier le jeu de cache-cache sur le tissu. Il semblait content et enthousiaste. Il respectait le tour de rôle, mais voulait en finir vite pour que son tour lui arrive de nouveau. Il sortait du cercle et y revenait. Il se cachait et se découvrait.
Et c'était clair qu'il avait besoin d'essayer les deux situations et de les répéter. Je vous invite à amener votre attention au garçon qui porte un haut gris avec un capuchon. Vers la fin de cette vidéo, nous observons Adam explorant le sentiment de pression du bout de sa tête et de ses mains contre l'élasticité du tissu, qui semblait lui donner un sentiment de pouvoir. Adam se sentait fort et en contrôle de la situation, et cela lui plaisait. Nous pouvons observer ce mouvement de force et de contrôle lorsque les autres membres du groupe se sentent fatigués de tirer et demandent de relâcher leurs bras un petit peu. Adam n'accepte pas tout de suite et essaie encore une fois de prendre l'initiative de tirer ses amis avant de rejoindre le groupe. À chaque fois que je regarde cette vidéo, je remarque un nouvel élément dans les mouvements, les regards et les initiatives d'Adam. Ces séances de thérapie, à travers la danse, le mouvement et le jeu, possèdent tellement de particularités difficiles à repérer autrement. Le trauma expérimenté par le corps et l'esprit était en processus de réparation à travers le mouvement, le jeu et l'art. Les capacités d'autorégulation et d'intégration étaient en jeu. Nous nous basions sur les théories d'attachement
et les dynamiques conséquentes à la violence domestique. Adam a pu découvrir de nouvelles façons de s'adapter et de bouger à travers les difficultés et d'exprimer sa peur, sa tristesse, ainsi que sa joie et son énergie à travers son corps. L'utilisation d'un matériel pour explorer le corps et les émotions était importante. Les feutres, les figurines, la dinette, les blocs de construction, les foulards, les bacs à sable, ainsi que les cerceaux étaient inclus dans nos séances de thérapie. En se basant sur le même processus de réparation à travers le jeu et le mouvement, notre dernière vignette est à propos d'une fille que je vais nommer Sarah. Sarah était une fille de 5 ans qui semblait timide, ne répondait pas au salut, avait un visage impassible, montrant rarement une émotion au niveau facial et ne parlait presque jamais en classe. Elle portait un bonnet en laine tout le temps, même à l'intérieur d'une salle chauffée, n'acceptait pas de l'enlever. Le cas de Sarah était très intéressant et il était évident qu'elle pouvait bénéficier de la thérapie de groupe. Après quelques séances de groupe, Sarah semblait sentir l'atmosphère accueillante et créative de la thérapie et montrer des sourires, des réactions vocales occasionnellement, ainsi qu'une participation et une prise d'initiative plus fréquentes. Après notre réunion avec les responsables du centre, nous avions appris qu'elle a souffert pendant plusieurs mois d'une perte de cheveux ou une pelade sans cause médicale connue. En pensant plus profondément au symbolisme du bonnet, il nous semblait qu'il représentait non seulement un moyen de cacher ses cheveux, mais aussi une couche supplémentaire de sécurité. Nous avons appris, quelques semaines plus tard, qu'une ambiance stressante se trouvait à la maison de Sarah, causée par l'incertitude des papiers officiels de ses parents et de la peur d'être capturée par la police. Généralement, l'état des enfants affecte non seulement l'état émotionnel de l'enfant, l'état des parents affecte l'état émotionnel de l'enfant, mais aussi son état physique et biologique. Dans le cas de Sarah, la perte de cheveux, la difficulté de parler en public et sa posture introvertie étaient le résultat de la tension et l'anxiété présentes à la maison. Vers la 7e séance, Sarah a enlevé son bonnet toute seule. Il faisait encore froid dehors, mais il semblait que sa confiance en soi avait changé. Sarah aimait explorer l'espace de la salle de thérapie, tendait la main pour me saluer et prenait un rôle actif dans toutes les activités proposées. Nous allons regarder une dernière vidéo montrant Sarah portant une jaquette rose, sans bonnet, en train de prendre des initiatives. Je vous invite à prendre votre attention sur le changement d'action en travaillant avec les cerceaux. Voilà. Au début, elle se met debout pour signaler qu'elle est prête à bouger, tandis que les autres enfants sont toujours assis. Je l'imite et je la félicite pour son initiative. Ensuite,
En travaillant avec le cerceau au sol, elle prend une seconde initiative de faire rouler le cerceau comme une roue. Il est très important d'indiquer mon rôle en tant que thérapeute et non éducatrice, où j'encourage le changement et je renforce ce type de comportement, surtout venant d'un enfant ayant l'historique de Sarah. Nous pouvons aussi remarquer les changements de direction dans l'espace du cerceau de Sarah par rapport à ses amis. Elle décide de prendre une direction différente et de trouver un espace vide, un espace à elle, ce qui n'était pas possible durant les premières séances. Il faut noter que Sarah ne parlait pas encore au centre et préférait le mode de communication non verbale. C'est pourquoi notre méthode thérapeutique était idéale pour elle. Nous étions en train d'utiliser tous les moyens possibles, ne nécessitant pas la parole, tout en l'invitant à raconter si elle le voulait. La vignette de Sarah nous amène vers la fin de cette présentation. L'idée d'un projet étalé sur 2 années était seulement possible pour une. Malheureusement, la crise économique du Liban était l'un des facteurs pour l'arrêt de cette thérapie. Notre projet d'intervention était une réussite malgré les défis. Une séance de thérapie à travers les arts créatifs avait le pouvoir de repérer chez l'enfant ses soucis émotionnels et de l'aider à s'en défaire d'une manière unique qu'aucune autre thérapie aurait fait si bien. Dans cette ville merveilleuse nommée Baalbek, nous avons créé un espace assez sécurisant, assez brave, pour donner une chance aux enfants réfugiés syriens d'avoir une expérience thérapeutique et positive. Merci. Merci beaucoup, Léa, pour cette belle présentation. C'était magnifique. Je pense que je ne suis pas la seule qui a été émue par tes mots. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on passe à la période des questions. J'invite tout le monde à poser vos questions dans le panneau des questions et réponses. Oui, je vois les messages qui rentrent, des remerciements, des gens qui te disent que c'était très touchant. Puis oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais commencer. J'ai reçu 2 questions en chat en privé. La première d'Elisabeth, c'est juste savoir, est-ce que les enfants allaient à l'école? Est-ce qu'il y avait quelques soutiens pour eux? Les enfants n'allaient pas à l'école régulière parce qu'ils n'avaient pas de place. Les écoles publiques qui avaient les enfants syriens étaient surchargées et il n'y avait plus de place pour beaucoup d'enfants. Donc, il fallait ouvrir un autre centre temporaire et c'était l'un de ces centres. Ok, merci. Puis la deuxième question que j'ai reçue de Lucie était comment est-ce que tu pouvais respecter les besoins, les objectifs individuels de chaque participant, et tout en travaillant aussi avec les groupes? Comment conjuguer les 2 besoins individuels et du groupe? Oui, bien sûr, comme tout un travail de groupe, c'était difficile de pouvoir faire une thérapie personnalisée, mais nous avons essayé le plus possible de cibler chaque objectif. Donc, essayer d'être attentif à chaque enfant, mais en même temps aux interactions entre les enfants. Donc, ce n'était pas très facile à faire cela, mais comme j'ai déjà expliqué dans quelques vignettes, tous ces enfants étaient dans des séances de groupe. Donc, nous avions pu savoir un peu plus sur leurs histoires, leurs comportements et les raisons derrière leurs mouvements à travers les interactions en groupe. C'était possible. Parfait, merci beaucoup. Alors, ici, j'ai d'autres questions. Geneviève demande combien de temps les réfugiés passent-ils dans ces camps? Bon, les enfants qui venaient au centre passaient une durée de 3 heures seulement. Et puis, ils quittaient parce que l'après-midi, il y avait un autre groupe d'enfants qui venaient au centre pour aussi passer une durée de 3 heures.
Il n'y avait pas beaucoup de ressources. Donc, c'était seulement 3 heures au centre et puis ils revenaient dans leur appartement ou bien dans leur camp et ils passaient la journée à la maison. Et moyenne, est-ce que tu sais, puis peut-être que tu ne le sais pas, mais combien de temps les enfants passent dans les camps, comme dans un camp de réfugiés, combien d'années ou des mois ou... Je ne sais pas le nombre et la durée des enfants qui passent dans les camps, mais je sais que la plupart des enfants qui étaient au centre chez nous n'étaient pas dans des camps, ils étaient dans des appartements, donc ce qui est différent. Donc, ils n'étaient pas dans des camps fermés, ils avaient leur appartement partagé avec d'autres familles. Donc, c'était pas un refugee camp comme il y a dans plusieurs villes. C'était plutôt des petites maisons ou bien un immeuble avec plusieurs appartements. Parfait, merci. Et comment, Luce demande, comment on peut aider les parents pour que les enfants continuent à s'améliorer, à aller mieux? C'était la question qui était la plus difficile parce que nous avons dû arrêter la thérapie parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau politique, au niveau économique. Donc, je crois que l'équipe qui travaillait là-bas, les professeurs du centre, ont pu garder un certain esprit de notre thérapie et ils avaient appris comment guider les parents et comment faire attention aux enfants d'une manière différente, d'un point de vue un peu différent. Donc, je crois que c'était aux éducatrices et aux professeurs qui sont restés au centre de prendre la relève et d'essayer d'aider ces enfants au milieu de cette crise. Parfait. Donc, en fait, ça se lie un peu à une autre question qu'on a des liens, j'espère l'avoir bien prononcé. Mais est-ce que l'effet d'interrompre les projets peut avoir un impact négatif sur les enfants ou est-ce qu'il y en a est-ce que c'est quand même gagnant d'avoir commencé même sans terminer? Puis en fait, j'imagine que ça se connecte aussi avec les autres types de soutien qu'ils avaient au camp. Bien sûr, il n'y a pas une réponse idéale à cette question parce que on préfère ne pas interrompre la thérapie, ça c'est sûr. Mais quand il y a un environnement, quand il y a une situation qui est beaucoup plus grande que nous, donc on peut pas faire grand-chose. Donc, c'est sûr qu'ils ont beaucoup bénéficié de la thérapie et aussi si la thérapie aurait continué, ils auront aussi une plus grande chance de continuer ce travail. Mais comme j'ai déjà dit, c'est maintenant aux éducatrices et aux éducateurs de continuer. Donc, j'espère que ça n'a pas eu un grand effet négatif, le fait d'interrompre la thérapie. Mais nous avons préparé les enfants à la fin de l'année scolaire que maintenant c'est la dernière séance et peut-être nous allons nous revoir l'année prochaine, peut-être non. Donc, c'était aussi quelque chose qui devait, they had to deal with it. So, c'est donc, en la fait, situation au Liban. C'est instable. donc, en fait, quand même, les enfants savaient déjà que c'était pas assuré l'année prochaine. Ça peut Oui, être comme interrompu seulement. oui, exact. Et est-ce que vous avez envisagé des séances avec les parents? Est-ce que nous avons partagé les séances avec les parents? Envisagé, est-ce que vous avez pensé d'avoir des séances de danse-thérapie seulement avec les parents? Nous avons pensé à faire comme des workshops ou des experiential sessions avec les parents, mais nous avons essayé de faire une réunion avant et nous avons vu combien c'était difficile d'inviter les parents à venir à une réunion pareille. Donc, les parents n'avaient pas beaucoup d'insight ou d'informations sur qu'est-ce que les enfants ont comme difficulté. Donc, le minimum, c'est d'avoir une conversation. Donc, nous avons commencé à faire ça et à faire des réunions avec les parents. Il y avait beaucoup de parents qui ne sont pas venus. Donc, l'idée de faire un experiential avec les parents était très difficile parce que la plupart travaillent durant la journée et n'ont pas le temps de venir pour une réunion ou quelque chose qu'ils ne savent pas que ils savent pas que c'est tellement important pour leurs enfants. Donc, c'est dommage, mais c'est la réalité. Mais j'avoue que même nous, on les vit souvent ici dans nos projets. C'est difficile parfois d'impliquer tous les réseaux autour de la personne. Et
on nous demande combien de temps durait une séance. Tu as mentionné plutôt que les enfants venaient pour 3 heures. Est-ce que c'était 3 heures de thérapie par les arts ou c'était... Non, c'était 1 heure de thérapie. Et puis, il y avait 2 heures en classe. Ils travaillaient la langue arabe, la langue anglaise et puis les maths. Donc, ils avaient un peu de tout pour être up-to-date, pour essayer d'avoir un niveau d'éducation euh, parce qu'il n'y avait pas l'école. Donc, c'était un peu de tout. Et puis, il y avait 1 heure de thérapie pendant la journée et c'était 1 heure par semaine. Parfait. Et combien de semaines au total ça a duré le projet? Donc, nous, on était là-bas pour 9 mois. Mais la première phase, c'était pour les professeurs, pour la préparation, pour le referral process, donc pour choisir les enfants, essayer le groupe. Et puis, il y avait une phase de 12 semaines consécutives pour la thérapie. Et entre-temps, il y avait les vacances sociales, il y avait aussi des interruptions parce qu'il y avait une situation instable au Liban, donc on a dû arrêter pour quelques semaines. Et puis, il y avait les réunions des parents et les réunions avec les éducatrices. Donc, c'était un long projet, mais il y avait beaucoup de différentes phases. Ouais. Ça a l'air compliqué. Bravo encore pour tous ces beaux projets. Merci. C'est une question très intéressante. Est-ce que ce type de travail de thérapie pourrait être fait en ligne? Je pense que c'est de particulière importance maintenant avec la COVID. Est-ce que tu penses que tu aurais pu travailler en virtuel avec les enfants? Donc, la question, c'est si je pouvais continuer à travailler en ligne avec ces groupes d'enfants spécifiques ou bien en général. Je pense en plus en général, mais est-ce que toi aussi, dans ton expérience, est-ce que tu penses que tu aurais pu travailler en virtuel avec ces enfants-là, puis avoir, si pas les mêmes résultats, des résultats similaires? Exactement. Il y a beaucoup de danse-thérapeutes qui essayent de faire des séances en ligne et ça marche pour beaucoup d'eux. Mais je trouve que le travail en personne, live, dans la même salle, a un effet beaucoup plus différent, beaucoup plus grand. Le fait de toucher le même matériel, de toucher les mains, d'avoir l'expérience d'être dans une salle, ça fait beaucoup, beaucoup de différence. Donc, moi, personnellement, of course, je préfère que ce soit en personne et pas en ligne. Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Maintenant, dans le COVID, il faut essayer tout pour ne pas arrêter la vie. Parfait. Et est-ce que toi, tu as pensé de continuer à travailler avec eux du Canada ou est-ce que tu t'es engagé avec d'autres organismes de réfugiés ici au Canada? Donc, le groupe de réfugiés au Liban, on n'a plus de contact avec eux, donc moi, je ne travaille plus avec eux parce qu'il y avait beaucoup de facteurs et on devait arrêter la thérapie. Mais ici, maintenant, au Canada, j'essaie de faire des contacts et j'essaie de commencer à travailler avec des réfugiés ici parce que je sais qu'il y a un grand besoin ici au Canada. Et si quelqu'un voulait travailler avec des populations vulnérables comme des réfugiés ici, est-ce que tu peux leur donner quelques suggestions, quelques avis? Je nomme je donne un nom d'une association. Ben oui, ou comment commencer, comment établir, comment construire, bâtir un projet en fait. Il y a plusieurs organisations pour les immigrants ou pour les réfugiés. Ici, en Ontario, il y a Catholic Center for Immigrants. Il y a aussi OCISO. Donc, ce sont 2 organisations qui travaillent seulement pour les immigrants et les réfugiés et qui les aident à beaucoup de niveaux, donc social, éducatif, médical, etc. Et moi, je suis en contact avec le Catholic Center for Immigrants et je travaille avec eux en ce moment. Est-ce que en fait, tu peux répéter les noms des organisations? Je pense que pas tout le monde les a bien entendus. Donc, c'est Catholic Center for Immigrants, CCI, Catholic Center for Immigrants. Et il y a OCISO, OCISO. Donc, je crois que c'est un grand acronyme, organisation
des immigrants à Ontario. Donc, si vous tapez aussi ça sur Google, ça va tout de suite paraître parce que c'est la première organisation qui a, yeah, that appears on the search. So, if you search refugees Ontario ou réfugiés Canada, ou réfugiés Ontario, il y a beaucoup d'organisations et ça, c'est une. Et je vous invite, en fait, si jamais vous décidez de commencer un projet avec un organisme de réfugiés, peut-être à nous écrire à Léa pour établir des liens. Oui, bien sûr. C'est toujours bien quand on crée des liens en travaillant avec la même population, ça nourrit les deux parties. Ça serait génial. Une autre question, est-ce qu'en général, l'intervention par la danse et par les arts et la danse-thérapie plus spécifiquement, est-ce qu'elle continue à être utilisée en milieu éducatif au Liban? Donc, on retourne au Liban. Oui, en fait, il y a une autre thérapeute par la danse, une danse-thérapeute actuellement au Liban. Et elle fait un très beau travail aussi avec beaucoup de différentes populations, avec des femmes, avec des enfants qui ont des difficultés, avec des associations non gouvernementales. Et il y a beaucoup de travail maintenant sur cela au Liban parce qu'il y a, je ne sais pas si vous savez, mais maintenant c'est une grande crise au Liban et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup besoin d'aide. Donc, il y a beaucoup de support psychologique et social. Et c'est une grande opportunité pour tous les thérapeutes de travailler maintenant. Merci. Est-ce que les métiers de danse-thérapeute est reconnu là-bas? Donc, ce n'est pas encore reconnu par la loi, mais il n'y a pas une association, mais c'est en cours it's in process. Il y a une association qui se fait maintenant et ça prend beaucoup de temps pour s'établir, pour toutes les règles et les papiers officiels. Il y a beaucoup d'étapes, mais c'est un projet, donc definitely, they're working on it. Working process. Ouais. Ben, on espère que ça va arriver, ça va être reconnu bientôt. Et en fait, pour retourner à ton projet, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais fait différemment? Comme si tu devais retourner au début du projet, puis à la planification. Oui. Donc, si on avait la chance de faire quelque chose de différent, mais peut-être nous aurons fait beaucoup plus de séances, peut-être 2 fois par semaine au lieu d'1 fois par semaine. Mais cela aussi devrait, c'était un planning, c'était un autre budget, un autre project management. Donc, ce n'était pas seulement à nous de décider cela. Mais si on avait une deuxième chance, definitely, je ferais 2 séances au lieu d'1 seulement parce qu'il y a aussi un grand besoin. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi toujours, il faut toujours comme, oui, il y a le monde idéal de ce qu'on voudrait faire, puis il y a le monde, la réalité avec les contraintes des budgets surtout. Oui, exactement. C'est pour cela que j'ai dit, exactement, parce qu'à la fin de ma présentation, j'ai dit, c'était assez bon, c'était assez bien. Donc, it was good enough. C'est une expression qu'on utilise beaucoup en thérapie, surtout dans la méthode que moi j'ai apprise. C'est non, it's good enough, c'est bien. Ça ne va jamais être parfait, ça ne va jamais être idéal. La situation doit toujours être en cours d'amélioration, mais pour le moment, c'est bon. C'est ce que j'essaie de dire. Et puis, je pense que c'est juste donner aux enfants un petit moment où ils se sentent bien, c'est déjà dans leur vie comme très compliqué. Je pense que déjà ça, c'est good enough. Oui, exactement. Okay. Une autre question de Anya. Est-ce que les mouvements thérapeutiques peuvent aider les danseurs professionnels à mieux s'exprimer? C'est une question très bonne question. Merci. Donc, c'est un des projets des danses-thérapeutes et de travailler avec les danseurs parce que généralement, les danseurs ou les danseuses donnent beaucoup d'importance à la technique. Donc, c'est rigide, c'est tac, tac, tac. On donne cet exercice, on doit le faire de cette façon. Et je crois que la danse-thérapie peut avoir un grand effet différent sur les danseurs où ils peuvent explorer différentes méthodes, différentes qualités de mouvement sans avoir à apprendre un certain mouvement ou une certaine technique.
Et peut-être il y aurait beaucoup d'émotions cachées au-dessous de ça, de cette rigidité de la danse, spécifiquement si c'est la danse classique ou une danse avec beaucoup d'historique. Donc, avoir la chance d'être dans une séance de thérapie et être danseur ou danseuse va être très intéressant. C'est toute une nouvelle façon d'utiliser les corps, très différente de ce qu'ils sont habitués. J'en profite aussi pour mentionner qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat qui te remercient pour la présentation, puis te félicitent, donc bravo encore. Merci beaucoup. Puis en fait, oui, je pense qu'on n'a plus de questions. Je ne sais pas si quelqu'un... Oui, sorry. J'ai vu une question dans le chat. Est-ce que les autres thérapeutes qui étaient avec vous sont restés? L'équipe des thérapeutes qui travaillaient, ont travaillé ensemble, toute l'équipe a quitté. Donc, nous avons quitté et la salle a été vidée. Donc, il n'y a plus de salle de thérapie là-haut dans le centre, au centre. Mais la formation des éducatrices a laissé une trace pour l'équipe des thérapeutes. Donc, nous avons donné notre énergie aux éducatrices. Merci. Est-ce que on a d'autres questions? Sinon... Ah oui. Est-ce que on te demande, est-ce que tu offres des cours de danse-thérapie à la population plus en général? J'imagine ici au Canada aussi. Bien sûr, la danse-thérapie, par définition, est pour tous les gens. Donc, ce n'est pas seulement pour les réfugiés ou seulement pour les personnes qui ont des difficultés au niveau de la santé mentale. Ça peut être pour n'importe qui a envie d'essayer quelque chose de nouveau, une nouvelle forme de thérapie, qui a envie d'essayer un nouveau moyen d'explorer les émotions. Donc, ça peut être pour les femmes, les hommes, toutes les personnes, les adultes et les enfants. Donc, il n'y a pas de right or wrong. C'est juste si vous avez envie d'essayer de faire partie d'un groupe ou bien d'une expérience de séance individuelle. Donc, ça revient à la personne elle-même. Parfait. Et puis toi, personnellement, professionnellement, avec quelle population tu travailles en ce moment? Donc, en ce moment, je travaille aussi avec les immigrants, les réfugiés, mais je suis encore en contact avec d'autres organisations. Je travaille avec des femmes et des enfants qui ont vécu des situations de violence domestique, donc survivors of domestic violence. Et aussi, je travaille avec des enfants qui ont des difficultés, des troubles d'apprentissage, qui sont sur le spectre autistique, qui ont de l'épilepsie, de l'IMC, donc différentes difficultés ou spécialités, special needs. Et aussi des adultes qui ont vécu des événements un peu difficiles à Beyrouth ou au Liban et qui ont besoin de travailler encore plus sur le trauma et la résolution du conflit et de leurs émotions. Merci. Puis en fait, pour tous ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'approche de Léa, je vous conseille vraiment de l'aller suivre sur Facebook et Instagram. Oui. Ou la contacter en privé. Oui. Le réseau Talk Mobile, c'est un compte que j'ai créé pour créer un contenu, une explication, mais aussi un peu des tips pour réduire le stress et comment réguler les émotions. Et c'est là-bas où je vais mettre tous les liens pour les événements et les webinaires prochains. Parfait. Et en fait, une dernière question. On te demande, Nazek, si le but de la danse-thérapie et de la thérapie est d'aider l'enfant au groupe juste en ces moments de thérapie, ou si tu donnes aussi des méthodes et des moyens que les groupes peuvent appliquer seuls ou individuellement. Donc, dans le travail spécifique avec ces enfants qui étaient âgés entre 4 et 6 ans, c'était important de créer une situation positive dans la séance. C'était un peu difficile pour eux de penser comment agir en dehors de la séance parce que leur niveau de insight n'était pas très haut, il n'y avait pas beaucoup d'expressions verbales.
Mais definitely, dans une thérapie, notre objectif est de laisser les enfants ou bien les adultes d'avoir aussi cette belle qualité de vie et réguler leurs émotions en dehors de la séance. Donc, certainement, on leur donne des techniques ou bien des tips, comment agir en dehors de la séance, parce que the whole goal is to have a good quality of life. C'est pas seulement dans la séance, ils vont pas être dans les séances toute la semaine. Donc, certainement, on donne beaucoup d'astuces et on parle et on reflète, on pense ensemble comment les problèmes qui sont en dehors de la thérapie peuvent être travaillés ici, dans la salle, pour être résolus après. Enfin, mais merci beaucoup. Je pense que oui, c'est ça les beaux, d'aider les enfants les moments même, mais aussi dans leur vie. Puis, je pense que quelqu'un l'a vraiment bien dit. Luce a dit que tu as assez aimé des grains chez ses enfants, puis même si tu as arrêté de travailler avec eux, ben, les grains vont pousser, puis les aider, on espère, dans les futurs. Exactement. Donc, en fait, je vais envoyer à tout le monde dans les chats notre questionnaire. Puis, si vous avez des questions, dernières questions, c'est le moment. Sinon, je vous invite quand même à répondre au questionnaire dans les prochaines heures. On va aussi l'envoyer par courriel. Puis, vous pouvez ajouter vos commentaires sur la présentation. On a aussi partagé les courriels de Léa si jamais vous avez des questions dans les prochains jours. Et aussi, vraiment, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram ou Facebook. Je suis allée, puis c'est vraiment intéressant, tout le travail qu'elle fait, un travail qu'elle ne peut pas comme, juste réduire et tout expliquer en 90 minutes. Donc, on pourrait parler de ça toute la journée. Exactement. Donc, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Léa. C'était vraiment, vraiment intéressant, très touchant. Donc, merci à vous. Merci à tout le monde. je vous souhaite un excellent week-end. S'il fait beau chez vous, profitez du soleil. Oui, profitez, allez dehors un petit peu pour avoir de